C'est un événement intéressant parce que c'est pas uniquement justement un souci des arts culinaires, de l'hôtellerie, de la gastronomie, ça y mêle aussi une étude, c'est un événement très actuel parce qu'aujourd'hui, beaucoup de concitoyens français, européens ou même du monde entier s'intéressent à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils vont effectivement pour se nourrir bien sûr, mais aussi un souci de respect de la nature, un souci de respect aussi de leur corps. Et donc ça, une manifestation comme celle-ci, elle met en valeur toutes ces pratiques et je pense que c'est vraiment du plus bel effet. L'intérêt du thème, c'est que ça permet de tirer l'alimentation vers la culture, donc de rejoindre ce que l'on fait sur les patrimoines culturels alimentaires et de montrer qu'il y a un lien évident entre les deux dimensions. L'autre avantage de ce sujet-là, ça permet d'ouvrir les intervenants. On est sur une pratique classique des rencontres François Rabelais, mais en élargissant plus fortement la partie design, création, etc., qui apporte un regard un peu nouveau par rapport aux 7 précédentes rencontres François Rabelais. Mais c'est un thème récent à mettre en avant, on est un peu dans l'air du temps, là, c'est vrai. Je ne suis pas sûr qu'on aurait pu choisir ça il y a 4 ou 5 ans. Nous allons parler justement, je n'aime pas cette formule, mais on parle souvent des chefs, des cuisiniers comme étant également artistes de la main gauche, c'est-à-dire qu'ils ont souvent également une vocation artistique, que ce soit dans la musique, le dessin, la peinture. Qu'aujourd'hui, le cuisinier soit considéré comme un artiste ou pas, qui pose ce regard-là? Dans quel contexte? Est-ce que c'est le chef qui se pose comme artiste ou est-ce que c'est les médias qui le placent comme un artiste? Et puis, qu'est-ce qu'on entend par artiste? Est-ce qu'on dit le cuisinier est un peintre? Est-ce que le cuisinier est un sculpteur? Il faut qu'on se dote, nous cuisiniers aussi, d'outils qui soient en partie visuels et techniques pour affiner ou ajuster au mieux notre production dans un art de vivre. Quand on parlait des beaux-arts de vivre, les beaux-arts, c'est quand même intéressant puisque c'est quelque chose qui, a priori, n'a plus vraiment monnaie courante dans l'art contemporain et sur lequel, en cuisine, on n'arrête pas de revenir. Il y a un petit décalage. Et justement, cette question de l'émotion, par rapport à... Je reviens dessus parce que aujourd'hui, dans l'art contemporain, la question du beau, elle n'est pas centrale. On n'est plus immédiatement sur la question des beaux-arts. Et en même temps, elle est plus immédiatement centrale parce qu'elle est remplacée par quelque chose qui est potentiellement le concept. Le concept, c'est rationnel. Alors, ça peut produire une émotion, mais c'est d'abord quelque chose qui est mental et beaucoup plus rationnel que esthétique. Les artistes contemporains travaillent beaucoup sur le faire culinaire actuellement et proposent et inventent des recettes, consommables ou non d'ailleurs, ce qui fait la différence avec je pense, il faut voir avec le vrai cuisinier. Parler de création et de pouvoir aller très loin en termes, on sait aujourd'hui techniquement aller très loin dans des textures par exemple, et on n'est pas sûr que le client soit prêt à les déguster. Donc on a aussi un paramètre économique à garder. On voit aujourd'hui des clients qui sont sur une ligne de conduite qui est plaisir, bien-être, et la santé étant un autre métier, mais c'est plaisir, bien-être. Et là, on sent que tous les clignotants sont ouverts dans cette direction. On est prêt à une aventure de dégustation, mais pas trop loin. Et puis, dès qu'on a une petite crainte, on revient sur des schémas beaucoup plus conventionnels et on se dit, alors là, oui, formidable, on revient vers les terroirs, on revient vers à l'ancienne, tout ce qui nous rassure, et ce qui, par moment, pour la cuisine française, est un frein à l'innovation. Personnellement, j'ai une façon de progresser qui est le cerveau collectif, c'est-à-dire de m'entourer de gens qui sont capables de m'apporter un certain nombre de connaissances que je n'ai pas pour mettre un petit peu plus en forme les envies de création que je peux avoir. C'est assez simple, mais vraiment au départ, l'envie de créer, c'est un peu le nez au vent. Nous, on peut se faire plaisir, on peut créer, on peut aller très loin dans les textures, on peut aller très loin dans les goûts. On travaille sur des choses comme l'amertume extrême, et je ne suis pas certain que quelqu'un qui vient au restaurant s'y retrouve, en tout cas quand on a cette relation commerciale avec lui. Donc ça, la séparation entre création et folie un petit peu, jusqu'à où on peut aller pour que ça soit quelque chose de jugeable, d'adaptable, de communicable. La contrainte existe, et elle est vraiment
très motivante. Et je pense qu'on parlera du fait qu'elle peut aider aussi certaines personnes à créer alors qu'elles étaient un peu perdues, éparpillées, on va dire, dans leur processus de création. Une image sur la création. Je ne sais pas si vous êtes déjà monté en haut d'un tremplin de saut à ski, et la création, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes en haut de ce tremplin, vous regardez la belle vue, vous avez là, vous dites, c'est magnifique, oh là là, et puis j'y vais ou j'y vais pas. Et puis à un moment donné, vous vous lancez, soit vous vous cassez la gueule au mauvais endroit, c'est pas très grave, vous tombez dans la neige, mais au moins vous avez avancé vers un processus de création. Et pourquoi on va préférer, notamment, puisqu'on a fait des parallèles avec la musique depuis hier, certaines interprétations à d'autres d'un répertoire donné ou d'une partition donnée. À l'époque, on jugeait le chef sur sa capacité à interpréter. Aujourd'hui, on le juge sur sa capacité à créer de nouvelles émotions. L'insatisfaction est un moteur pour pouvoir progresser et pour dire finalement comment on pourrait faire autrement, comment on pourrait faire mieux, comment on pourrait imaginer les choses autrement. Et la difficulté, c'est d'éviter d'être corporatiste, c'est-à-dire d'avoir des fonctionnements qui sont déjà prédéterminés. Je pense qu'un des intérêts de mes interventions dans des écoles de cuisine, c'est d'essayer de déstabiliser les étudiants qui sont extrêmement bien formés, avec un cadre très précis, et justement essayer de les bousculer un petit peu pour les mettre en déséquilibre. Cette question d'avancement ou de saut, elle est essentielle, qui n'avance pas recule. Donc je crois qu'il faut aussi, si on veut évoluer en termes de création culinaire, faire évoluer le lieu de restauration et accepter que finalement cette société du zapping, eh bien on est en plein dedans et qu'à un moment donné, on a envie d'émotions culinaires différentes à différentes heures de la journée. Si aujourd'hui on rentre au restaurant parce qu'on a faim, ou est-ce qu'on rentre au restaurant parce qu'on veut vivre une émotion? Ou est-ce qu'on y va pour être surpris? Aujourd'hui, on est plutôt dans ces menus carte blanche, dans cette confiance accordée au chef, ce qui fait qu'on va au restaurant sans savoir ce qu'on va y manger. Et c'est de temps en temps très agréable de se dire, voilà, j'y vais pour ça, et spécialement pour cette recette. Et Michel Troisgros ou Anne-Sophie Pic, qui sont encore aujourd'hui traumatisés par le nombre de clients qui viennent leur demander des plats inventés par leur père, 30 ans, 40 ans avant, si vous voulez. Anne-Sophie, elle était terrorisée parce que son père avait mis à la carte une salade qui s'appelle la salade du pêcheur, qui est une salade de fruits de mer qui n'a pas tellement d'intérêt, mais qui a été à un moment un des plats signature de la carte de la maison Pic dans les années 70. Et encore aujourd'hui, une fois par semaine au moins, on lui demande la salade du pêcheur. Et aujourd'hui, elle a décidé de ne plus jamais la faire. Alors que Michel Troisgros, lui, après des années d'hésitation, refait les scallops de saumon à l'oseille parce que c'est une demande et parce qu'il assume à la fois l'héritage technique et aussi la qualité gustative du plat, ce qu'Anne-Sophie se refuse à faire sur la salade du pêcheur. À un moment, il ne faut pas se laisser aller, peut-être de manière volontaire, à reprendre des recettes bien connues, traitées, peut-être modernisées, réinventées légèrement, mais dans lesquelles les références sont très claires pour les clients. Mais d'ailleurs, parfois, justement, en parlant de réinventer les recettes, il y a par exemple la crème brûlée de foie gras, qui a été à la mode à un moment, et qui finalement n'est jamais qu'une royale sur laquelle on aurait mis un peu de sucre, et puis fait gratiner tout ça, fait brûler tout ça. Donc là, on est dans une forme de créativité qui est uniquement sur la terminologie du plat. Et ça, c'est... Il y a vraiment deux approches possibles, deux points de vue possibles qui se valent, mais enfin, la première consiste à dire la cuisine, c'est un monde, justement, c'est un monde ouvert, c'est super, du coup tout le monde peut reprendre les recettes des uns des autres et c'est comme ça que la culture avance, se diffuse. Bon, très bien. La deuxième consiste à dire, ouais, mais c'est du pillage intellectuel, organisé, institutionnalisé. Peut-être une petite distinction entre les recettes de cuisine qui effectivement ne sont pas protégées parce qu'on considère que ça fait partie du fonds commun, du domaine public et qui relèvent, alors pardon, c'est encore une fois du domaine des idées, du savoir-faire, etc. Et les créations culinaires qui sont une sorte d'interprétation, enfin qui sont une interprétation d'une recette de cuisine qui vont être pour la même recette réinterprétées de manière différente et en
Et dans le droit d'auteur, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est la protection de l'intégrité de l'œuvre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer l'œuvre, enfin modifier l'œuvre d'un créateur. Or, en cuisine, par exemple, j'ai lu récemment les souvenirs de Auguste Escoffier, qui parle de sa pêche melba, et qui dit, bon ben voilà, la pêche melba, ça fait 15 ans que je l'ai inventée, elle est copiée partout. Bon, en soi, ça ne me gêne pas, mais le problème, c'est que les gens mettent de la chantilly, et il n'y a pas de chantilly dans la pêche melba. Voilà. Ce n'est pas par hasard que l'on suit une recette donc, dans la réalisation de la ratatouille, et donc c'est la tradition qui passe d'une génération à l'autre, même à travers l'écriture. Encore au-delà, avec Laure Estivelle qui avait écrit un roman qui s'appelle Como hago para chocolate, où on va avoir au début de chaque chapitre une recette. Et elle nous dit, voici la recette de ma grand-mère, ce sont des recettes d'amour, hein, puisqu'elle ne peut pas agir, puisqu'elle est coincée dans ce monde-là qui est un monde figé, dans lequel elle évolue comme elle peut. Et donc, elle va faire ces recettes de cuisine qui sont des recettes d'amour et qui, bien sûr, sont des invitations pour le lecteur à actualiser ces recettes de cuisine qui sont presque des recettes magiques. Ce qui est intéressant ici, c'est de poser la question comment se souvenir par le goût, comment se souvenir du goût et comment transmettre ce goût. Donc il y a des textes qui sont aussi très jolis sur cette perception et appréhension du cru. C'est un texte de Muriel Barbery qui nous parle de la première fois qu'elle mange du cru. Voilà, donc qu'est-ce que ça fait dans le palais et comment identifier ce goût qu'on ne connaît pas et comment trouver les mots pour témoigner d'une sensation qui est inconnue. Donc, bon, voilà, Carême, c'est un peu notre point de départ pour parler d'architecture et de goût et de cuisine. Alors, ça peut sembler un peu, encore un peu, malgré ces explications, un peu compliquées, mais quelle est la relation qui peut exister entre un espace et le goût? Et ce qu'ont en commun l'architecture et la cuisine, c'est en fait la gestion de la matière et du temps dans l'espace, et pour satisfaire au départ des besoins vitaux et humains. Donc je pense que c'est important aussi de considérer ça, puisque hier en fait j'évoquais aussi l'art de vivre, puisqu'on se pose la question de l'art culinaire, etc. Et ce sont deux arts. Non, il y a toute une évolution de cette architecture qu'on pourrait qualifier d'architecture gourmande, le monde des cuisines et des relations que ces cuisines, qui sont les lieux de fabrication de la nourriture, fabrication des plats, les rapports, les parcours qui peuvent exister entre ces lieux où la nourriture se prépare et les lieux de la desserte de ces plats. Alors, c'est vrai que les cuisines sont assez mal connues finalement, et ce n'est que depuis peu de temps que les historiens d'art se sont intéressés à... Deux entre lesquels on passait. Est-ce qu'on ferait pas bien de mettre des cours de théâtre, pourquoi pas, alors je ne sais pas, dans les cours proprement dit, à côté, sous forme de club, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faudrait faire du théâtre pour devenir finalement, dans toutes les formations à l'hôtellerie-restauration? Je crois que malheureusement c'est déjà ce qu'on fait sans le vouloir. L'enseignant en école hôtelière apprend à un jeune de 16 à 20 ans à avoir le sourire des fameux masques italiens arrivés en salle, passer les portes battantes à récupérer sa triste mine d'un jeune de 20 ans qui a passé sa nuit en boîte de nuit et qui, repassant les portes battantes, fait marcher le guronzan et lui ramène le sourire. Donc le comédien est déjà acteur, hein. Comme en cuisine, on a ce chef cuisinier qui est à la fois un chef de brigade
de brigades militaires, militarisées. Je rappelle quand même qu'il y a très longtemps, la stratégie militaire était vue comme un art, autant que le ridicule était vu comme un art sous Louis XIV. Et je dois dire que quelquefois, il est vrai que dans la restauration de haut de gamme, ce qu'on appelle entre guillemets un serveur pingouin, je ne regarde personne, mais on frôle quelquefois le ridicule par rapport à la civilisation dans laquelle on vit aujourd'hui. On parle de théâtre aujourd'hui, mais en réalité, depuis une vingtaine d'années, on a également fait intervenir des plasticiens. L'objectif, c'est quoi? C'est finalement d'ouvrir, d'avoir un élargissement, une ouverture des personnes qui sont amenées ensuite à travailler dans le service. Justement, leur permettre de s'aérer, d'élargir le regard. On parle beaucoup du regard, et quand on est dans un restaurant, qu'est-ce qu'on attend et finalement de celui qui est en salle ou celle qui est en salle? C'est quel est le regard, qu'elle comprenne, quelle est cette intelligence relationnelle dont vous parlez. Et je pense... Et l'idée de la transmission aussi des outils et des techniques du spectacle vivant, particulièrement liés au métier de la restauration, car le lieu du restaurant, si ce n'est pas un théâtre, est tout de même un lieu de représentation. La question que je me pose, c'est est-ce que ça n'est pas un point de vue qui est celui qui a été historiquement construit à travers notamment Grimaud de la Reynière, qui avait codifié toutes ces techniques de l'accueil, du service, etc. Et qui, Grimaud de la Reynière, était un homme de théâtre, comme on sait. Est-ce que avoir l'espace du restaurant comme un espace de représentation, est-ce qu'il n'y a pas des risques de mécaniciste, en fait, hein, dans quelque chose qui serait le serveur qui mettrait son costume et qui jouerait son rôle? Est-ce qu'il peut y avoir des dérives aussi? Alcool aromatisé. Donc si je prends les allumettes, voilà, et vous voyez que le flambage se fait. Voilà. Alors qu'effectivement, sans doute, ce qui est marquant aujourd'hui, c'est l'explosion, c'est l'atomisation, c'est l'implosion, comme on veut, de toutes les formes de commensalité. Donc j'imagine la difficulté de votre métier, parce que si je dis par exemple, une proposition très simple, aller au restaurant, c'est vivre une expérience. Oui, mais ça représente un type de commensalité. Quelle est la place de la fiction dans cet endroit? Parce que, qui sont les acteurs? Est-ce que le public fait partie, enfin, ceux qui mangent font partie d'une sorte de pièce? Est-ce que les gens qui sont assis, eux, sont plutôt du public, mais en même temps ils sont quand même actifs? Donc voilà, quelles interactions il peut y avoir? Comment ça se goupille pour vous à cette... Enfin, voilà. Le temps que ça mérite. Non, mais tout le monde est acteur, tout le monde est spectateur dans une pièce, dans une salle de restaurant. Les acteurs deviennent le public et inversement. Donc je pense qu'on est tous en représentation du début du service jusqu'à la fin. Tout à l'heure, j'avais rencontré pour rester dans l'hôtellerie, une petite chaîne hollandaise, un modèle à Londres, un peu partout, qui s'appelle Citizen M, et ils recrutent des gens uniquement sur le savoir-être et pas sur le savoir-faire. Ils disent le savoir-faire, nous on a tout codifié, on a nos standards, on sait comment on va faire, combien de temps ça va prendre, combien de décides pour chaque chose, mais ce qu'on veut trouver, c'est des gens qui ont envie de partager, envie de communiquer, et ces choses-là, nous on ne sait pas les développer, il faut qu'ils nous arrivent avec cette passion déjà ou cette envie. En fait, ce qui compte, c'est de pouvoir faire un geste extrêmement élégant dans lequel on va lever les spaghettis, voilà, pour les mélanger. À partir du moment où on réalise ce geste et qu'il est élégant, la recette va perdurer et elle va être sauvée.